Ce soir donc, mise en question de Jacques Attali, 33 ans, maître des requêtes au Conseil d'État, professeur à l'École Polytechnique et à l'Université Paris-Dauphine, conseiller de François Mitterrand, écrivain, enfin, écrivain surtout, qui refuse les étiquettes et qui, dit-il, ne sait pas se regarder dans les miroirs. Je me méfie beaucoup de cette idée d'autoportrait. D'abord parce que c'est pas vraiment un autoportrait, je contrôle pas grand-chose, ni la caméra, ni le montage, ni le rythme, ni l'outil. Je suis quelqu'un qui aime le travail solitaire, l'effort physique solitaire. Ensuite parce qu'un autoportrait, c'est inévitablement rentrer dans un jeu de spectacle qui met en avant les éléments les plus anecdotiques d'une personnalité, fait passer les idées au second plan derrière le fait qu'un intellectuel, c'est évidemment un homme comme un autre, avec ses passions, ses faiblesses, ses risques, ses remises en cause. Et donc, qui nous fait entrer dans ce monde du spectacle, où les idées les plus élémentaires sont camouflées derrière la vie quotidienne et le modèle qu'on peut représenter pour un groupe social ou quelques individus. Et enfin, parce que un autoportrait signifierait pouvoir cristalliser sa propre personnalité à un moment donné, avoir envie de dire « je suis cela », ce qui me paraît dément. On n'est rien, sinon quelque chose qui passe et qui change à chaque instant. Et moi, plus particulièrement aujourd'hui, je me sens en état de très profonde transition, plutôt un homme à question qu'un homme en question. C'est-à-dire avoir beaucoup envie aujourd'hui de réfléchir et de changer sur les rapports entre l'intellectuel qui écrit et qui réfléchit et qui a envie de se faire entendre et du politique qui est le lieu privilégié aujourd'hui de l'action, mais qui aussi canalise, transforme, réduit, met en scène le discours, ne le fait entendre que lorsqu'il sert trop souvent à l'anecdote et au débat quotidien. Voilà le risque et voilà l'enjeu. Voilà pourquoi je suis très anxieux de ce qui va suivre, et plutôt avec l'envie de faire une longue interrogation sur le rapport entre l'intellectuel et le pouvoir et l'intellectuel, plutôt que de jouer ce jeu d'un autoportrait qu'en fait je ne contrôlerai pas. Jacques Attali, le haut fonctionnaire qui siège au Conseil d'État, l'enseignant de Dauphine et de l'X, l'écrivain de l'anti-économique, de la parole et l'outil et de bruit, l'amateur de musique, l'un des conseillers de François Mitterrand, et peut-être que j'en oublie. Où est son unité profonde? C'est très difficile d'essayer de rationaliser sur sa propre action, sa propre vie, qui est toujours, quoi qu'on essaye de la tenir, et je fais tout ce que je peux pour essayer de la tenir, une succession de hasards et de faits. Bon, j'essaye de trouver et de construire une unité dans le sentiment que j'ai que nous sommes dans une période dans laquelle il est hors de question de pouvoir penser une action sans une réflexion complètement neuve et qui exige du temps et du travail. D'autre part, je trouve mon plaisir personnel, ma joie la plus profonde à enseigner et à écrire. Et j'ai toujours cherché des façons de communiquer aussi diverses que possible, liées à un temps qui exige des façons de communiquer, des lieux de communication très changeants. On a fait de plus riche, de plus intéressant et de plus porteur d'avenir problématique, méthodologique, et le plus intéressant en matière de résultats quant à l'analyse marxiste de la crise. Alors, mon action est essentiellement tournée autour de la recherche de différentes façons de communiquer. Et de communiquer des réflexions sur une angoisse très profonde que j'ai, c'est-à-dire que si des transformations très neuves quant à leur nature, à leur perception, à leur conception, quant à leur profondeur, car je les crois bien plus de comportement que d'institutions, eh bien, il est clair que nos civilisations courent à un retour de la barbarie formidable, rapide, destructeur, broyeur, considérable. Et au fond, j'ai un peu le sentiment de chercher face à une citadelle enfermée, cloisonnée,
marbeler différentes portes d'entrée en sachant qu'il y en a peut-être plusieurs et qu'une seule ne suffit pas. L'enseignement est peut-être la plus fondamentale, bien que c'est au niveau de l'enseignement primaire ou maternel qu'il faudrait agir. La politique est le plus court moyen, le raccourci pour l'action, et il est clair qu'il faudra entrer dans cette action. Mais si j'avais à faire une hiérarchie dans mon travail, je dirais que pour moi l'essentiel, celle à laquelle j'attache le plus d'importance, c'est l'écriture. D'abord pour une raison simple, c'est que je suis obsédé par le temps qui passe, comme tout le monde, mais peut-être beaucoup, et que un livre c'est du temps cristallisé, c'est le sentiment de ce qu'un temps qui a passé a une forme d'éternité. Peut-être que pour une femme, le fait d'avoir un enfant joue le même rôle que pour un écrivain, le livre qu'il a produit, mais pour moi c'est ce sentiment de lutte contre l'absurde du temps, lutte absurde comme toute lutte face à l'absurde, et qui en même temps se situe dans une période dans laquelle communiquer par l'écriture joue un rôle important, parce que, encore une fois, il ne faut pas se contenter d'appliquer des schémas dans une crise d'une ampleur telle qu'elle ne trouve pas des solutions, des schémas qu'il suffirait de mettre en œuvre. Voilà, c'est une façon de vouloir parler de toutes les façons possibles. Pour ce qui est de la concurrence du capital, le capitalisme est présenté comme étant une structure. Aux yeux du public, pour qui vous êtes, et je dis bien et j'insiste entre guillemets, le conseiller économique de François Mitterrand, est-ce que cette image unique ne vous agace pas un peu? Oui, elle m'angoisse et elle me pose problème. D'abord parce que, à l'égard de François Mitterrand, je ne suis pas son seul conseiller et je ne voudrais en aucune façon que qui que ce soit puisse penser, à commencer lui-même, que j'essaye de me faire entendre à l'ombre de ce grand personnage. J'ai le grand privilège d'être écouté de lui et de travailler à ses côtés. Je m'en sens très heureux et c'est très important pour moi. Ça donne un sens à mon travail. Mais je voudrais être entendu pour ce que je suis, c'est-à-dire surtout pour ce que j'écris. Et ensuite, je ne voudrais pas que soit mélangé le spectacle de la politique, l'engagement quotidien et la bataille concrète que cela signifie, avec la liberté d'un intellectuel qui doit avoir le droit de douter, d'avoir tort, de changer d'avis, de ne pas parler et de rester un peu lointain par rapport à l'action. Donc j'essaye d'avoir les deux, mais je voudrais être moi-même et que mon action auprès de ce personnage que j'admire et que je respecte et avec lequel je suis très heureux de travailler ne soit qu'une des parties de ma personnalité, comme ça l'est pour lui-même qu'une toute petite partie de son environnement intellectuel. Donc vous êtes bien conscient que vous êtes de quelque façon, par cette appellation-là, un peu mythifié? Je suis censuré. C'est-à-dire qu'on ne m'entend que par le poids politique imaginaire que peut avoir les idées que j'émets. Je suis tout à fait lucide sur le fait qu'on me lit davantage parce qu'on cherche en filigrane ce qu'il peut y avoir de porteur politique, et je ne le nie pas, j'en suis très, très heureux dans mon discours, plus que par les idées elles-mêmes que je peux développer. J'en suis très, très heureux pour ce que cela peut avoir de résonance sur mon propre discours, mais j'en suis un peu inquiet, et c'est pourquoi j'essaye de bien séparer les deux. La réduction de l'intellectuel à sa dimension politique est une façon d'anecdotiser ou de censurer son travail ou ce qu'il a à dire. Ceci dit, je crois que l'intellectuel qui travaille sur le pouvoir, qui nie le pouvoir, comme c'est très à la mode dans ce que j'appelle moi la nouvelle droite française, qui se prétendent gauchistes mais qui sont en fait une nouvelle droite, est une façon en fait de critiquer le fait qu'ils ne sont pas entendus par les pouvoirs et le fait qu'ils n'ont pas de prise sur le pouvoir. Et je crois qu'un intellectuel qui aujourd'hui ne veut pas entrer dans la bataille concrète, quotidienne de la construction du socialisme et de la démystification de ce que la droite veut faire croire qu'est le socialisme, n'est qu'un intellectuel de droite parce qu'il est inactif, parce qu'il est donc hors de la transformation quotidienne, concrète d'une société donnée, celle où nous sommes historiquement placés. Et donc je suis tout à fait à l'aise et heureux d'avoir cette double dimension, mais qui exige dans l'un comme dans l'autre une assez longue bataille pour se faire entendre et comme intellectuel et dans l'action par rapport à ceux qui n'ont pas ce pseudo-statut de cette division du travail entre l'intellectuel et le politique. Des productions ou des branches ont du capital avec lequel ils produisent, investissent et organisent la rentabilisation et la mise en valeur du capital.
Ces branches, à certaines périodes, ont des croissances harmonieuses correspondant. Un jeu à deux aussi est un jeu très intéressant. Ce n'est pas un jeu de compétition, mais un jeu de dépassement de soi-même. Il y a des jeux japonais comme le Go qui sont très intéressants parce qu'au-delà de la compétition, il y a le jeu d'approfondissement de soi-même. Et ça, c'est intéressant parce que ça a toujours été fasciné par la race. À la fois parce que ça crée des catastrophes, j'aime beaucoup ce délire de catastrophe, ça c'est toujours très passionnant. Vous l'avez corrigé avec ce jeu? Non, ça il est là par hasard, mais j'ai toujours été très heureux de ma maladresse parce que c'est grâce à elle, ou plutôt grâce à ma mère, dans sa réaction sur ma maladresse, que je dois d'avoir découvert la musique, puisque c'est pour me défendre de ma maladresse qu'on m'a mis à 4 ans devant un piano. Bon, je suis toujours aussi maladroit, mais j'ai appris à découvrir la joie du clavier. Alors je suis heureux que vous parliez de votre mère parce que ça va nous permettre de parler quand même de votre enfance, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous êtes né. Je fais partie de cette communauté juive d'Algérie, enracinée dans le monde arabe depuis des siècles, mais ayant gardé sa grande autonomie, sa grande indépendance, sa culture est devenue française depuis plus d'un siècle et qui peu à peu a gravi les échelons de la culture et du bien-être et puis qui peu à peu s'est intégré dans la vie culturelle et politique française. J'ai eu la grande chance d'être revenu en France très jeune, j'avais 12 ans. En quelle année? 1956, j'ai 33 ans, un peu plus, presque 34. Et d'avoir donc fait des études en Algérie dans un monde très français, puisque la communauté française en Algérie était très coupée du monde arabe, beaucoup plus que au Maroc ou en Tunisie. Et d'être à l'âge de 12 ans venu ici, quittant le soleil, la mer et tout ce que ça présentait pour devenir un vrai Parisien, parce que je n'ai plus quitté Paris depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai vécu une enfance donc de rêve dans ce monde de soleil et de paix, puisque c'était encore la paix. Bien que mon anniversaire se situe le jour du démarrage de la guerre, 1er novembre, et que j'ai des souvenirs extrêmement précis de ces phénomènes qui ont marqué mon enfance et plus tard ma jeunesse, et les conflits politiques que ça représentait à la fois pour ma famille. Mon père est un homme très, très libéral, qui a toujours été persuadé que les conséquences de la forme qu'avait pris la colonisation française conduisaient inévitablement à l'indépendance algérienne. Et donc j'ai toujours vécu de cette ambiance libérale en vivant aussi profondément les conséquences que ça pouvait avoir pour ma famille elle-même et pour ce monde de gens qui n'avaient pas voulu ni su ce que la colonisation faisait peser sur les Algériens. J'entends le peuple français, les petits commerçants, ouvriers qui vivaient l'Algérie comme leur peuple, leur pays et leur terre. Et aujourd'hui, comment vous ressentez cette séparation de vos racines? Vous savez, je n'ai jamais été très attiré par les souvenirs et par le passé. Je n'ai jamais eu l'occasion ni cherché à susciter, jusque très récemment, le désir de retourner en Algérie. Je ne me sens pas attaché véritablement à des racines là plutôt qu'ailleurs. Peut-être est-ce que ce déracinement s'ajoute à celui que tout juif connaît, c'est-à-dire le sentiment d'être partout d'abord, au-delà d'un acteur plein et entier, un observateur. Historiquement, depuis très longtemps, je me sens dans cette situation d'observateur, passionné par l'action, et c'est un peu une contradiction profonde que j'ai, peut-être, mais cette aliénation, au sens anglais du mot, au sens littéral du mot, c'est-à-dire cette extériorité, je la ressens à la fois comme juif, comme né dans un pays étranger, et non seulement étranger, mais un pays qui n'existe plus, n'est-ce pas? C'est même pas un pays qu'on pourrait retrouver en y retournant, il n'existe plus, il a disparu, il est devenu fantôme, et qui vient compléter l'extériorité inévitable de l'intellectuel dans l'action. Quelques questions empruntées au dictionnaire de Proust. L'oiseau que vous préférez? Je suis très loin de la nature, je ne saurais le dire. Et vous en avez un dans la main. Encore une fois, un objet avec un souvenir. Oui. La fleur que vous aimez? Je n'y connais rien. La couleur que vous préférez? Le bleu clair.
Le pays où vous désireriez vivre. Là où je suis. Ce que vous voudriez être. Ce que j'espère que je serai. Imaginez-vous votre avenir. Oui, mais je ne le dirai pas. Quel serait votre plus grand malheur? Me rendre compte trop tard que j'ai vieilli. Votre rêve de bonheur. C'est un mot que je ne comprends pas. Votre occupation préférée. Toutes celles où j'ai l'impression d'être en situation de me dépasser moi-même, c'est-à-dire dans mes rapports avec les gens ou dans l'écriture, tous les moments où j'ai l'impression vraiment d'aller plus loin que ce que je crois être. Votre principal défaut. Une certaine forme de culpabilisation permanente à l'égard de ce que je suis ou ce que je voudrais être, qui doit certainement gêner beaucoup de gens autour de moi. Ce que vous appréciez le plus chez vos amis. La franchise. La qualité que vous préférez chez une femme. Qu'elle soit inattendue. La qualité que vous désirez chez un homme. La même chose. Vos auteurs favoris. Ça change de jour en jour. Il y a des heures ou des jours où j'ai envie de lire des choses sérieuses, d'autre part. Donc je n'ai pas de star à mettre sur un piédestal. Même question pour les musiciens. Même réponse. Le principal trait de votre caractère. J'ai l'impression que mon caractère change beaucoup en ce moment, donc je ne saurais le définir. De toute façon, je ne sais pas me regarder dans un miroir. Et toute cette thèse qui dit en quelque sorte, contrairement, complètement au contraire de la théorie classique, que ça n'est pas la concurrence qui permet de rétablir la stabilité des prix et de l'économie, mais qu'au contraire, c'est la concurrence qui est la cause de la crise. Dans les statistiques de l'économie américaine. Il faut bien voir donc que la logique du processus est d'expliquer la crise par l'existence même de la concurrence. Et qu'au contraire de la théorie néoclassique, la concurrence... J'essaye en ce moment d'écrire quelque chose sur qu'est-ce que peut être le socialisme dans 20 ans. Or, il se trouve que dans 20 ans, c'est le début du 21e siècle. C'est un prophétisme raisonné. Pas raisonné du tout, non. Non, c'est l'envie d'écrire sur ce que sera dans 20 ans l'absurde, parce que les chances que le monde soit absurde sont plus grandes que celles qui soient raisonnables. Les chances qu'il fasse sa place à l'art, à la liberté, à la création sont moins grandes que celles d'un monde de bureaucratie et de mort, ce qui est un peu la même chose. Et j'ai envie de pousser jusqu'à l'extrême l'analyse des conséquences de l'absurdité de la nature du progrès technique, de l'absurdité du goût de compétition par rapport au goût de solidarité, de l'absurdité de l'enracinement dans le pouvoir quel qu'il soit sous des formes de plus en plus atroces. Et je crois qu'il n'y a plus de prophétisme raisonnable aujourd'hui, il n'y a qu'un prophétisme de l'absurde qui montre à quel point le nombre de chances d'avoir un monde vivable est dérisoire, et donc l'urgence aujourd'hui d'entreprendre sa mise en œuvre. Je crois, si vous voulez, que aujourd'hui le prophétisme se mesure à l'ampleur de l'action quotidienne. Parce que, au fond, on a une fantastique aveuglement à l'égard de cet avenir qui se construit tous les jours, à chaque instant. À chaque instant, on fait du long terme. Bon. Et écrire sur l'absurde de l'avenir, c'est un peu une façon d'entraîner peut-être davantage d'action quotidienne pour éviter qu'il ne le soit. Mais je ne suis pas spécialement optimiste. Je pense très très certainement que les chances de ce que nous évitions les innombrables catastrophes qui parsèment les 20 ans qui viennent, avec ce qu'elles ont de concentration de pouvoir, de totalitarisme, de bureaucratie, de monopolisation du pouvoir par une minorité, de dépersonnalisation, sont pas très grandes. Qu'à côté de ça, les espérances qui naissent et le renouveau intellectuel et culturel dans la jeunesse est formidable, mais que le choc entre les deux, s'il n'est pas pensé dès aujourd'hui comme un véritable
enjeu de survie de l'humanité a peu de chances d'être transformé de façon positive. Alors je crois qu'il faut recommencer à parler du très très long terme. Il faut commencer à en parler, il ne faut pas avoir peur. C'est curieux que les périodes de transformation comme ça sont plus des périodes où on pense à faire des encyclopédies qu'à faire des livres sur l'avenir. On pense plus à faire la synthèse de ce qu'il faut conserver du passé plutôt qu'à penser le long terme. Or, nos sociétés se caractérisent plus par ces arches de Noé avant le déluge que par la prophétisme sur ce qui viendra après le déluge. Et c'est peut-être parce que on ne le fait pas assez, on ne le pense pas assez que viendra le déluge. Bien, Jacques Attali, vous ne terminez pas par des notes très optimistes. Est-ce que François Mitterrand est aussi pessimiste que vous? On va lui demander. C'est donc maintenant le temps des questions. Et la première, posée par André Glucksmann, chercheur au CNRS et qui vient de publier Les Maîtres Penseurs. André Glucksmann. À vrai dire, je suis un peu embarrassé. C'est l'ordre alphabétique qui veut que je pose le premier question. En fait, je m'interroge parce que votre film ne permet pas tellement de poser des questions parce qu'il n'en pose pas tellement lui non plus. Vous venez d'Algérie et vous ne parlez pas de la guerre d'Algérie. Vous êtes ami de Mitterrand. Vous avez pris des positions sur le programme commun. Ça divise la France, ça divise la gauche, etc. Et pas un mot. Vous parlez de votre angoisse, vous parlez du socialisme, mais pas un mot de ce qui angoisse dans le socialisme, à savoir le goulag, le Cambodge. Finalement, vous dites je mène une bataille concrète, quotidienne. Il n'y a rien de quotidien, rien de concret dans ce que nous venons de voir. Alors, une question. Est-ce que dans tout ce que vous avez dit et montré à l'écran, vous qui faites à ce que vous dites une différence entre la gauche et la droite, est-ce que vous pensez qu'il y a une seule phrase, une seule pensée, une seule idée qui n'aurait pu être énoncée soit par Valéry Giscard d'Estaing, soit par Alain Peyrefitte? D'abord, comme dans la vie on se tutoie, j'ai du mal à employer le théâtre qui consiste à vous voyez. Je dirais simplement que je me suis situé à l'évidence où je suis, c'est-à-dire comme un homme de gauche, et je crois que la caractéristique fondamentale d'un homme de gauche, d'un intellectuel de gauche, c'est de penser que la mise en scène du pouvoir politique telle qu'elle est aujourd'hui, et la collusion entre le pouvoir économique et le pouvoir politique doit être abolie. Bon. Ceci étant dit, c'est dans ce camp que je me suis placé, c'est de là que j'ai parlé. Rien de ce que j'aurais pu dire dans un tel film, qui a inévitablement des côtés qui me gênent aussi, narcissiques ou intimistes comme ça, ne peut être repris, à mon sens, dans une perspective de conservation du pouvoir. Je crois au contraire que la grande caractéristique qui sépare un intellectuel de gauche d'un intellectuel de droite, c'est ce qu'il dit au sujet du pouvoir. Et c'est ce qu'il dit et c'est ce qu'il fait au sujet du pouvoir. Je crois en particulier que lorsqu'on dit qu'un pays est socialiste et que le socialisme est en cause par le goulag, ça n'est pas être de gauche. Parce qu'à l'évidence, les pays où il existe le goulag ne sont pas les pays socialistes. Donc dire cela, ce que vous avez fait d'une parenthèse, à mon avis, je te retourne le compliment, c'est en fait être de droite. Bien, nous passons à la seconde question. Guy Lardreau, auteur de L'Ange et professeur de philo au lycée d'Auxerre. Oui, j'avais préparé une question, mais qui s'avère sans intérêt par rapport à ce que vient de dire Attali. Alors, en réponse à Glucksmann. Alors, je vais donc le re-questionner sur sa réponse. Il vient de dire que finalement, ça n'avait pas de sens de mettre en cause le socialisme à travers les pays qui se disent socialistes, parce que, à l'évidence, dit-il, ces pays ne sont pas socialistes. Premier point, il m'accordera que ce n'est pas une évidence. Parce que quand même, ils se le disent, ils se le proclament suffisamment fort. Et il y a quand même suffisamment de gens qui y croient. Bon, donc, ce n'est pas une évidence. 2, je lui dirais, je pense qu'il sera d'accord avec moi, que finalement, maintenant, pour nous, le créateur du socialisme, c'est Marx. Non pas qu'il n'y aurait pas eu plutôt un socialisme non marxiste, ou pré-marxiste, mais il se trouve que de fait, Marx a complètement raréfié comme ça le socialisme, et qu'en réalité, aujourd'hui, marxisme et socialisme sont deux mots équivalents. Je suppose qu'il me l'accordera. Non. Non ? Bon.
Toujours, question... non, mais peu importe. Non, ma question continue parce que ça n'a pas d'importance. Je suis heureux et je prends note de ce qu'il vient de dire, mais ma question continue. Quoi qu'il en soit, il m'accordera, alors ça je suppose, que pour l'immense majorité des Français, et pas seulement des Français, les deux termes sont équivalents. Mais non, les Français, si on parle de l'immense majorité, ne savent pas ce qu'est la pensée de Marx. Ils pensent le socialisme en des termes de justice sociale, en des termes de transformation de l'inégalité, de transformation de privilèges. Je vais répondre à cette question quand même. Je vais répondre à cette question quand même. Non, parce que la question n'a pas été posée. La question n'a pas été posée. Alors, posez-la, vous savez que c'est dans le jeu des questions brèves dans cette partie. Admettez-vous en tout cas comme l'un des critères d'une philosophie socialiste, ce critère qui de fait était celui de Marx, mais après tout on peut l'élargir, considérer qu'il ne vaut pas que pour Marx ou pour Engels, puisque la formulation est de Engels, c'est-à-dire qu'on connaît le pudding en le goûtant. Autrement dit que la pratique c'est un critère. Parce que si vous l'admettez, et alors là après je vous laisse la parole, si vous l'admettez, il me semble tout de même léger de refuser de juger le socialisme sur les seules réalisations qui en aient été faites de par le monde. Et si vous mettez sous le signifiant socialisme tout à fait autre chose que ce qui y a été mis jusqu'alors, alors pourquoi le gardez-vous? Voilà ma question qui est double en quelque sorte. Jacques Attali. Moi, je ne m'intéresse pas, disons de façon prioritaire, à des débats sur les racines idéologiques d'un concept, bien que je crois qu'elles soient importantes. Mais elles sont plutôt importantes dans l'histoire de la pensée plutôt que dans ce que nous avons à faire. Or, ce que nous avons à faire, c'est certainement à penser une façon d'éviter une concrétisation de bureaucratie qui existe aussi bien dans les pays qui se disent socialistes ou dans les pays qui se ne disent pas tels. Et je crois que lorsque un intellectuel a à choisir le champ de son action ou de sa pratique, s'il réserve sa pratique ou sa réflexion à une réflexion de nature, disons, historique sur le rapport entre certains pays qui se sont dits socialistes dans le passé et des penseurs qui se sont dit penseurs, d'ailleurs je pense que Marx était plus un penseur du capitalisme que du socialisme, ils sont complètement à côté de l'essentiel qui est que nous sommes à la fin du XXe siècle, confrontés à des technologies, à des rapports de production, à des modes d'organisation du pouvoir économique et financier, à des situations concrètes internationales qui n'ont rien à voir avec le temps dans lequel s'est pensé Marx, rien à voir avec le temps dans lequel s'est construit sur un féodalisme, c'est-à-dire, contrairement à ce que pensait Marx, non pas dans un pays capitaliste développé, mais dans un pays féodal, une société qui s'est dite socialiste, c'est-à-dire que ces gens, excusez-moi de le dire brutalement, perdent leur temps. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que nous avons devant nous un problème d'une complexité fantastique, à la fois théorique et concret, qui est de construire quelque chose qui ressemble à la liberté et à la création de la liberté dans un monde qui n'a rien à voir ni théoriquement ni concrètement à deux situations historiques, celle du temps de Marx et celle de 1917. Alors je crois que ces deux références n'ont pas beaucoup d'intérêt. Ceci dit, la pensée de Marx est fondamentale, parce qu'elle est une des pensées qui nous sert fondamentalement comme paradigme pour comprendre la crise économique, les crises et son évolution. Elles sont importantes, pas parmi d'autres. D'autre part, les déviations de ce à quoi une appropriation collective que peut conduire à partir d'un monde féodal sont extrêmement intéressantes. Mais je vous en prie, ne considérez pas cela comme fondamental. L'essentiel, ce n'est pas de s'obnubiler sur une évidence, c'est que, Marx n'a pas pu penser des sociétés de technologie très développées comme celle d'aujourd'hui. 2, que ces pays de 1900 où le socialisme s'est construit, où s'est institué, ne sont pas nos problèmes, ni nos préoccupations, ni ne ressemblent en rien aux problèmes que nous avons, et que donc l'essentiel n'est pas de faire une zoologie de ces rapports entre la pensée et l'action il y a un siècle, mais de penser les rapports entre la pensée et l'action aujourd'hui avec des technologies et des modes de pensée et donc un rapport au pouvoir complètement différent. Et je dirais tout à l'heure... On est tout à fait d'accord, mais alors vous n'avez pas répondu à ma deuxième question. Pourquoi est-ce que vous gardez le signifiant socialisme dans ces conditions ? Excusez-moi, nous reviendrons tout à l'heure. Nous sommes dans la partie des questions brèves et des réponses brèves. Jusqu'à présent, elles ont plutôt tendance à être longues. Alors, Ivo Malek, troisième interlocuteur. Une question qui va peut-être être brève. Oui, sauf que je vais vous la poser à vous-même, parce que je suis là en tant que musicien, et la dramaturgie déjà du débat et du scénario que nous avons imaginé, de questions brèves, 4 questions, a été changée. Dois-je être discipliné, suivre cette dramaturgie-là, en risquant là de... Vous ne la suivez déjà. Ah oui, non, mais alors je tombe dans le trou là, parce que je pose des questions en musicien. Bon, changeons la dramaturgie. Et rappelons qu'Attali a écrit Bruit. Voilà. Donc, vous aimez la musique, Jacques Attali, vous la pratiquez, et vous venez d'écrire un livre dont la musique est l'objet.
principal, le personnage principal. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là. Et j'aimerais vous poser la question suivante. Quoique vous aviez refusé dans votre portrait de répondre sur les auteurs ou musiciens préférés, j'insisterai quand même pour vous demander ceci. Vous dites là dans votre réponse que les musiciens ou les auteurs, ça change selon les jours, vos préférences. C'est vrai, je le comprends parfaitement. Mais y a-t-il quand même les musiciens qui risquent un jour d'être vos préférés d'un jour, ou d'autres qui ne le seront jamais? Ou brièvement, quels sont les musiciens, les compositeurs ou la musique que vous aimez, et quels sont les musiciens ou la musique que vous détestez? Excusez-moi, je ne me sens pas capable de répondre à une question comme celle-là, parce que pour moi, la musique, encore une fois, j'aime certaines musiques à certains moments et d'autres à d'autres. Je n'exclus pas d'aimer un jour une musique qu'aujourd'hui me paraîtrait détestable. Et ensuite, que je crois plus important d'essayer d'éclairer les raisons pour lesquelles on peut avoir telle ou telle musique un jour parmi ses préférences, plutôt que de les étaler comme ça au grand jour. Donc pour moi, l'essentiel dans la musique n'est pas de faire un catalogue ou une hiérarchie, mais de réfléchir aux conditions précises qui en font un instrument de jouissance. Et je dirais plutôt, si vous voulez, qu'aujourd'hui, la musique que je préfère vient plutôt dans celle que j'aime à jouer plutôt que celle que j'aime à entendre, ce qui exclut définitivement toutes les musiques qui ne sont pas à ma portée pour en jouer, c'est-à-dire les musiques qui dépassent la capacité d'un seul instrumentiste. Et ce qui renvoie d'ailleurs en retour aux autres thèmes que nous évoquions tout à l'heure, car à l'évidence, le problème du rapport à la jouissance et à l'art dans les sociétés d'aujourd'hui se pose de façon radicalement différente de celle où elle se posait il y a un siècle, et exige donc une référence théorique et un débat d'une toute autre importance et ampleur que celle dont on parlait précédemment. Il y a un quatrième questionnaire, Michel Serres, professeur de philosophie à Paris 1. Tu as dit tout à l'heure que le livre que tu fais ou le livre que tu as terminé représentait pour toi du temps cristallisé. C'est une très bonne référence. Si le temps est cristallisé, tu dois penser très souvent à la mort. Quel est ton rapport à la mort lorsque tu écris? C'est le rapport naïf de quelqu'un qui essaye d'y échapper de façon permanente et qui essaye d'y échapper de deux façons. D'une part, en se disant que lorsque j'aurai écrit, je pourrai me référer au temps passé parce qu'il aura une existence matérielle, et ensuite parce que j'espère que ce temps durera au-delà de moi, et que j'espère qu'il durera aussi dans l'action. Donc la mort est partout présente, et aussi peut-être parce que la mort, je la vis surtout comme l'angoisse du silence. L'angoisse du silence et l'impossibilité de le meubler par moi-même. Donc je dirais que la mort est à tout instant, peut-être, et c'est une contradiction, quelque chose qui pousse à ne pas vivre, puisque écrire c'est ne pas vivre, plutôt que quelque chose qui pousse à vivre, c'est-à-dire l'instant dans la jouissance. Ce qui permettrait peut-être de penser que entre la mort et la vie, il y a autre chose, qui serait la vie dans la non-mort, ou l'essai de dépassement de la vie et de la mort dans le temps cristallisé. Tu parlais tout à l'heure du vieillissement, de ta peur. Quelle est votre plus grande peur, je crois, au Biodin, vous lui avez posé. Qu'est-ce que c'est pour toi de vieillir? Non pas mourir, mais vieillir. Eh ben c'est avoir moins de temps devant soi que derrière soi. Du temps imaginaire. Ah, du temps concret pour faire. Du temps concret pour faire. Vieillir, c'est avoir une probabilité d'avoir du temps d'être pour construire une éternité ou une durabilité plus brève devant soi que derrière soi. Tu crois que les livres sont éternels? Je crois qu'ils sont plus importants qu'ils peuvent être plus importants dans l'éternité que quoi que ce soit d'autre, dans la mesure où ils sont porteurs de quelque chose qui ressemble à un code qui va structurer une transformation sociale. C'est notre code génétique. Voilà, je crois que le code de transformation, enfin que le code qui structure des sociétés qui évoluent est plus important que les sociétés elles-mêmes, et que le livre, c'est-à-dire l'idée qui surnage, circule dans le livre, est peut-être ce qu'il y a de plus éternel. Il suffit de regarder les Écritures pour se rendre compte. Peut-être faut-il maintenant entrer dans le cœur du débat, c'est-à-dire ce qu'il est apparu à tout le monde en regardant l'autoportrait,
l'intellectuel et les pouvoirs, ou le pouvoir de l'intellectuel. André Glucksmann. Oui, moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Je connais Jacques Attali depuis 1 mois. Je veux bien le tutoyer, c'est plutôt sympathique. Mais je n'arrive pas à m'ôter de l'idée que j'ai en face de moi le ministre de l'économie du futur gouvernement de gauche. Alors, je sais bien qu'il y a 36 bonshommes qui se disputent ce poste. Vous en êtes un entre d'autres, et vous ne vous le disputez peut-être même pas d'ailleurs, mais de toute façon, vous êtes quand même le conseiller économique de Mitterrand. Si vous n'êtes pas le ministre, vous êtes l'éminence grise. Alors, du coup, tout ce dialogue sur la mort, etc., enfin, oui, c'est gentil, mais c'est un ministre qui parle, un futur ministre, un possible ministre, et ce qu'il y a quand même d'extraordinaire, c'est que nous sommes dans la crise, il y a 1 million de chômeurs, etc., etc. Le socialisme, c'est pas joli dans la conscience des gens, parce que les gens, ils appellent l'URSS socialiste. Il n'y a pas que la Russie, il n'y a pas seulement 200 millions de Russes, mais il y a la majorité des Français pensent que la Russie est socialiste. Si vous voulez changer leur vocabulaire, vous pouvez, vous avez le droit, vous enseignez, c'est votre boulot. Mais moi, j'écris des bouquins, etc. Mais au fond, moi, je respecte plus le vocabulaire qu'on utilise. Ils appellent ça socialisme. On a appelé ça socialisme, on s'est réclamé de Marx, pourquoi pas l'appeler comme ça? Alors je vous dis, on est quand même angoissé, pas seulement à cause de la Russie, pas seulement à cause des meurtres au Cambodge, pas seulement parce que le XXe siècle, c'est pas le siècle de la technologie, ou alors vous appelez technologie les camps de concentration, c'est le siècle où il y a 50 millions de Russes qui sont morts dans le goulag, c'est le siècle où en 1 an, il y a 1 million de Cambodgiens qui sont massacrés, après le 1 million tués par les Américains, ce qui n'est pas plus beau. Donc on vit là-dedans, et puis on a des dialogues sur la mort, sur le narcissisme, etc. Moi j'admets, mais je trouve que c'est mieux quand c'est un poète qui parle, ou quand vous exprimez par des poésies. Hein. À la télé, là tout le monde nous regarde, on ne va pas pouvoir parler d'une façon très très belle de la mort, pas très très belle de l'amour, c'est plutôt émouvant ce que vous dites, c'est vrai. Mais vous êtes quand même un personnage qui a des responsabilités. Or, vous fuyez devant ces responsabilités. Vous n'en parlez pas, vous n'en dites pas un mot. On vous dit, vous êtes socialiste, vous dites, oui, je suis socialiste, mais il n'y a que moi qui sais la signification de ce mot. Moi, je ne sais pas par quel côté vous prendre, mais je suppose que je ne suis pas le seul. Jacques Attali. Le socialisme est quelque chose qui n'existe pas. Il n'existe nulle part, ça c'est mon point de vue. Il n'y a aucun pays qui peut se dire être définitivement arrivé à ce qu'on doit appeler socialisme. Tout simplement parce que... Définitivement, permettez. Je veux dire par là qu'à mon avis, ce à quoi nous avons à réfléchir, c'est à 2 choses. D'une part, qu'est-ce qui est préférable comme avenir que celui auquel conduit le capitalisme, et d'autre part que celui auquel peut commencer à conduire, en particulier dans la France d'aujourd'hui, un gouvernement par la gauche. Et je crois que lorsqu'on doit concevoir, à penser à un choix entre 2 possibilités, il faut imaginer les 2 avenirs. Je pense que l'avenir tel que prépare la droite française aujourd'hui est quelque chose de terrifiant, comme aliénation, comme aménagement de la violence, comme contrôle policier, comme insertion dans un monde international dominé par quelques grandes firmes, comme généralisation de la violence, et qu'il faut aussi penser ces catastrophes-là. Vous avez parlé du goulag, je n'en suis pas responsable. Vous n'avez pas parlé des camps de concentration. Je vous ai parlé de l'intervention américaine au Cambodge. Je parle des camps de concentration nazis. Les camps de concentration nazis sont aussi une excroissance du capitalisme. Et les 2 excroissances... Ah, mais c'est peut-être une imitation du socialisme, le nazisme. C'est un national-socialisme. Eh bien, donc vous concevez bien combien il peut y avoir des usurpations de vocabulaire et combien ces usurpations de vocabulaire ne nous renseignent pas beaucoup pour ce que nous avons à faire. Je dirais donc que le rôle d'un intellectuel qui se pense et qui se veut aussi un homme d'action, c'est de bien participer à l'action pour faire en sorte que cette action agisse sur les bons leviers. Moi, je crois que les bons leviers consistent à ne pas penser que face à des pouvoirs qui sont les pouvoirs économiques et financiers qui déterminent aujourd'hui la crise, qu'il s'agisse des grandes entreprises ou de la logique même d'un système économique, il ne faut pas, face à ces pouvoirs, opposer le simple refus de ce que peut avoir une autre direction du pouvoir. Je pense que face à un pouvoir, il faut prendre le pouvoir. Je pense que face au pouvoir capitaliste, il faut prendre le pouvoir de façon socialiste, c'est-à-dire contrôler l'appareil d'État et l'économie. Ça, c'est une réponse qui peut peut-être vous paraître insuffisante. Je la complète en disant... Non, c'est celle de Lénine. Non, je la complète en disant que prendre le pouvoir n'est pas une finalité.
Prendre le pouvoir doit cesser d'être une finalité pour être un moyen. Et c'est là l'État et la Révolution, ça date de 50 ans. C'est clair. C'est clair que la problématique a déjà été essayée, a été très souvent un échec. C'est clair que nous trouvons C'est clair que nous nous trouvons devant une situation complètement différente de celle dans laquelle nous étions, où ils étaient à cette période. Et que notre préoccupation d'intellectuels, ou telle que moi je le pense devoir être la responsabilité fondamentale des intellectuels, ce n'est pas d'aboyer de l'extérieur de la caravane, c'est d'essayer d'être dedans pour éviter qu'elle s'engage dans les marécages. Être dedans, ça veut dire penser effectivement les conséquences et les moyens d'action sur l'économie concrète, technique, telle que nous sommes, pour faire en sorte que le pouvoir ne devienne pas une finalité, qu'à une bureaucratie capitaliste ne succède pas à une bureaucratie technocratique. C'est vrai ce que vous dites, mais c'est d'une telle évidence, je dirais, qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il faut faire en sorte d'essayer de le transformer. Le transformer, ça veut dire assumer le fait qu'il faut d'abord prendre le pouvoir pour faire en sorte qu'ensuite, le fait de l'avoir pris ne soit pas une finalité. Alors je réponds, face à la crise, il n'y a pas de solution de type capitaliste, sinon l'insertion plus grande encore dans un monde de domination et de bureaucratie qui renvoie inévitablement à ce que Michel appelle une thanatocratie, c'est-à-dire à une sorte de camp de concentration généralisé dont l'exemple dont vous avez parlé n'est parmi d'autres qu'un depuis 20 ou 30 siècles. L'humanité n'a pas commencé malheureusement les goulags vers les années 20 dans un pays asiatique. Elle les a commencés il y a des dizaines de siècles partout. Ça n'a rien à voir avec une mode d'appropriation, ça a à voir avec ce que l'humanité provoque comme mode de régulation. Il y a des conceptions du bouc émissaire qui sont générales, transcendantes à l'humanité non civilisée, et face auxquelles il faut qu'en prenant le pouvoir, nous imaginions une transformation. Je dis donc que face à un avenir capitaliste, il n'y a pas d'autre solution que parmi des avenirs d'appropriation collective, que ces avenirs d'appropriation collective ne garantissent en rien que ces transformations soient suffisantes pour créer les conditions de la liberté, mais que face à ce choix-là, une fois qu'on a fait le choix de refuser l'avenir capitaliste, il faut de l'intérieur penser les transformations fondamentales, penser qu'elles ne sont pas, que les nationalisations, par exemple, ne sont pas une finalité mais un moyen. Si elles sont une finalité, alors on rentre dans la bureaucratie d'État dont vous parlez. Si elles ne sont qu'au moyen, il faut alors penser à des transformations culturelles, à une démystification du pouvoir et de ce que sa centralité peut avoir. Mais je termine en disant, dans cette réponse à cette question, prenez garde. Prenez garde que ce que l'apologie de la jouissance pure, dans la négation de la reprise du pouvoir et de sa concentration. Non mais, qui a parlé de jouissance pure? Je dis... Là, attends, prenez garde, parce que ce genre d'interprétation, alors que personne ne vous a parlé de jouissance pure, me l'attribuer, ce genre de choses mène à des procès. Et vous êtes en train de commencer un procès. Un procès d'intention. Eh oui, mais des procès, et les procès, de procès en procès, on arrive assez vite à Moscou. C'est vous qui avez donc commencé. Donc, Guy Lardreau voudrait... Oui, moi je voudrais vous poser une question double, en fait, plutôt qu'une double question, une question double. C'est-à-dire, vous nous dites, il faut être dans la caravane, il faut toujours être dans la caravane, enfin... Moi je vois pas la différence qu'il y a entre ça puis la fameuse formulation de Morny, il faut toujours être du côté du manche, Et deux, vous ne m'avez toujours pas répondu sur la raison pour laquelle vous gardiez le terme de socialisme, alors que tout ce qu'on a appelé au monde socialisme, c'est ce que Glucksmann a dit. Voilà. Bon, je vais vous répondre aux deux. Il faut être dans la caravane, je crois, aujourd'hui, parce que la situation d'un pays comme la France est vraiment à la croisée des chemins. Où, dans les 10 ans qui viennent, ce pays est définitivement satellisé dans un monde d'un environnement international de nature capitaliste, avec une déculturation dont j'ai parlé un peu tout à l'heure, qui fait que ce pays, et l'Europe en particulier, perd définitivement toute chance à une culture autonome, à une capacité créative autonome, à une capacité technologique autonome, à une capacité de vie concrète autonome, et les intellectuels parmi eux, parmi d'autres, ne seront là que, plus encore qu'ils ne sont aujourd'hui, des bouffons de rois lointains et étrangers qui ne parleront d'ailleurs même plus leur langue. Donc, je dis, il faut être dedans parce qu'aujourd'hui, l'enjeu est véritablement déterminant et que c'est dans l'organisation telle que la gauche française se conçoit aujourd'hui qu'il est possible, je n'ai pas certain, qu'il est possible de faire que les changements soient effectifs, utiles. Pourquoi garder le mot de socialisme ? Bien, je crois parce que le socialisme est un beau mot, qu'il renvoie encore aujourd'hui à une utopie fondamentale, qui est l'utopie de la non-agressivité générale, de la solution des problèmes hors de la violence, qu'il renvoie à la possibilité effective d'une justice. Je comprends vraiment pas de quoi vous parlez. Eh bien, alors, vous êtes extérieur. Non, mais c'est ce que Glucksmann vous disait tout à l'heure. Enfin, je veux dire, vraiment dire qu'aujourd'hui,
C'est à ça que renvoie le mot socialisme. Vous m'accusiez tout à l'heure de faire de l'archéologie, parce que je suis un peu historien peut-être, j'en sais rien, bon. Mais vous m'accusiez de faire de l'archéologie, enfin, là, qu'est-ce que vous faites d'autre? Enfin, vous allez bientôt m'envoyer Potier dans la gueule, ou je ne sais qui, enfin, à qui plus personne ne pense que vous ou moi qui les avons lus. Enfin, socialisme, à qui ça renvoie aujourd'hui? Et vous osez me dire, idéologie de paix partout, etc. Alors que pour tout le monde, qu'est-ce que c'est, enfin, le socialisme? C'est l'Union soviétique, le Cambodge, et ce qu'hélas, nous avons appris de la Chine, nous qui fûmes pro-chinois, de fait. Écoutez, ce n'est pas ma faute si vous avez pensé qu'il existait... Ah, mais je ne le regrette pas. Laissez-moi terminer. Ça n'est pas ma faute. En plus, je ne le regrette pas. Ça n'est pas ma faute si vous avez pensé un jour ce que moi, pour ma part, je suis tout à fait serein et tranquille, je n'ai jamais pensé. C'est-à-dire qu'il existe des modèles du socialisme. Moi, je suis tout à fait serein et tranquille, je n'ai jamais cru qu'il en existe. Alors que vous éprouvez le complexe un peu d'avoir perdu votre père, tant pis. Merci pour la psychanalyse, on paye en général. Là, vous la faites gratuitement. Non, mais je dirais c'est votre problème. Dans votre livre L'anti-économique, vous dites qu'il y a plusieurs stratégies. L'une, celle que vous condamnez du capitalisme, comme s'il y avait une seule stratégie du capitalisme, ce qui est quand même assez douteux. Je n'ai jamais pensé ça. Oui. Deuxièmement, vous dites qu'il y a une autre stratégie, vous citez des exemples. Alors là, malheureusement, vous donnez des noms. Alors vous donnez Cuba, vous donnez la Tanzanie. J'ai rien contre la Tanzanie. Cuba, c'est quand même économiquement actuellement une colonie soviétique, c'est pas un modèle. Et puis vous donnez la Chine. Il y a de les homosexuels qui font des cailloux, ceci dit. Ouais. Et vous donnez la Chine, alors là où les homosexuels se font éclater la cervelle. Regardez. Bien. Alors, pour ce qui est du pro-chinois, etc., passons. Non, je dis que vous n'êtes pas tout à fait sincère quand vous dites que le socialisme, c'est simplement pour vous un mot que vous donnez le droit de définir comme une utopie. Parce que dans vos livres, vous dites quand même que ça existe, sérieusement, qu'il y a une stratégie alternative. Bien sûr, cette stratégie alternative, ce n'est pas celle des Chinois, ce n'est pas celle des Cubains, ce n'est pas celle des Tanzaniens, mais malgré tout, quand on regarde du côté de la Chine, du côté de la Tanzanie, du côté de Cuba, c'est intéressant et ça montre bien qu'il y a autre chose à faire. Alors là, moi, je regarde, moi aussi, c'est terrifiant ce que vous dites. C'est terrifiant ce que vous dites parce que vous parlez d'un livre dont je suppose que personne qui nous écoute ne l'a lu, et en tout cas, vous le déformez de telle façon que ça ressemble beaucoup au procès auquel vous faites allusion tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce livre à un chapitre très précis où je parlais uniquement d'un problème particulier qui était celui de l'inégalité. Et je disais, face au problème de la croissance, il y a deux moteurs possibles dans une économie marchande. Il y a un moteur qui est l'inégalité poussant comme moteur de croissance, et un moteur qui est l'égalité, où la croissance est portée par d'autres valeurs que l'inégalité ou l'individualisme. Et je donnais deux exemples. Des exemples des deux domaines. Mais vous remarquerez que je n'ai jamais dit qu'il faut penser le deuxième type de développement comme étant un modèle pour nous. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait rien à prendre dans les premiers et tout à prendre dans les seconds. Je pense pour ma part qu'il y a dans les pays capitalistes modernes des éléments qui sont en train peu à peu de mettre en place quelque chose qui va ressembler au socialisme. Je pense que le socialisme vient après le capitalisme et non pas à la place comme un raccourci dans le capitalisme. Je pense qu'il y a beaucoup de germes de socialisme nouveaux à prendre dans les expériences, dans les mutations, dans les transformations culturelles qui se passent en particulier dans les jeunesses américaines ou dans les jeunesses françaises. Je pense donc qu'il ne faut pas penser... Je pense donc qu'il ne faut pas... Mais je pense que ce n'est pas notre problème. Je ne comprends pas ce que vous dites. Mais moi, notre problème n'est pas là. Concevez bien que, de mon point de vue, l'essentiel de ce que nous avons à faire, c'est de penser effectivement ce que dans l'Europe d'aujourd'hui, et c'est un problème intellectuel d'une difficulté fantastique, il faut faire pour éviter la généralisation de la bureaucratie. Le capitalisme d'aujourd'hui conduit inévitablement au capitalisme d'État. C'est le capitalisme d'aujourd'hui dans sa logique. Non, c'est le capitalisme. Vous êtes dans la caravane. Vous êtes dans cette caravane qui va au capitalisme d'État avec les meilleures intentions du monde. Excusez-moi, c'est justement parce que j'ai la lucidité parmi d'autres d'analyser l'évolution du capitalisme conduisant inévitablement à une bureaucratie d'État qu'il faut dès aujourd'hui penser, et le concept d'autogestion à cela, qu'il porte la négation de la bureaucratie d'État, qu'il faut bien penser contre le capitalisme, c'est-à-dire par la définition de son adversaire fondamental, du mot antinomique qu'est le socialisme, la définition
de l'autre société qui permettra seule d'éviter le capitalisme d'État. Pourquoi est-ce que j'écris sur la musique? Parce que je pense fondamentalement qu'il faut cesser de réfléchir uniquement aux transformations en termes de propriété économique, qu'elles sont évidemment dans l'appropriation culturelle. Vous avez raison, bon, c'est évident. On est tous d'accord. mais faites-le donc aussi. Commencez à penser autrement qu'en termes de négation du socialisme tel qu'il s'est appelé ailleurs. C'est pas parce que vos idées viennent d'actuel que vous êtes obligé de les présenter peut comme entendre un originales. peu M. Malek que M. Serres, qui je crois ont aussi des questions à poser à Jacques Attali. Alors, Michel Serres. J'ai été mis en question par André Glucksmann tout à l'heure à propos de la mort. Tu as dit que c'était bien gentil de parler de la mort, mais j'ai quand même lu tes livres, Glucksmann, et c'est quand même aussi ton problème. C'est pas le problème de la mort personnelle ou de la mort individuelle. La mort des autres, C'est la mort des autres. Mais quand je parle de la mort, je n'en parle pas comme un poète intimiste, etc. J'ai quand même écrit la Thanatocratie, etc. Donc c'est bien ton problème aussi. En question aujourd'hui, c'est Jacques Attali. Oui, si vous voulez revenir à Jacques Attali. Non, mais alors précisément, Oui. la question que je posais à Jacques Attali sur la mort n'était pas une question simplement quel est ton pathétique ou quel est ton sentiment face à ta mort individuelle. C'était aussi le problème de savoir comment te situes-tu par rapport à la mort des autres, comment te situes-tu par rapport à la politique définie en gros, ou le pouvoir défini en gros comme monopole de la violence. Auquel cas, effectivement, c'est la même question, mais c'est une manière aussi de lier tout le dialogue. Alors je vais répondre à cette question. Parce que c'est pas un problème pathétique personnel, c'est plus ça. Ça, c'était la poésie du 19e siècle. Je n'ai jamais pensé à une chose pareille. Entendre la réflexion d'Ivo Malek qui a réagi à une chose que vous avez dit tout à l'heure. Oui, mes questions qui se veulent quand même un peu liées à la musique. Parce que évidemment. Bon, vous m'excuserez, ça a l'air extrêmement déplacé dans ce débat que vous avez lancé. Mais la musique adoucit les mœurs. Ah non, je ne pense pas, et je ne pense pas d'ailleurs que ça soit déplacé. Mais je voudrais poser la question suivante. Puisqu'on a parlé de la caravane, vous dites qu'il faut être dedans. Et vous parlez d'autre part du pouvoir. Nous avons effectivement, dans nos pratiques musicales, nous avons une question historique de la hiérarchisation. C'est là librement accepté par les pratiquants, autrement le système qui est un système, vous me passerez le mot libérateur, parce que je considère que s'il y a quelque chose qui est une révolution permanente, c'est bien la musique. Mais alors, dans ce système, il y a un rituel, si vous voulez, hiérarchique, dont nous cherchons aujourd'hui à nous débarrasser peu à peu. Or, il se trouve que chaque fois on veut lâcher le pouvoir, ça pose des difficultés énormes. Pas du côté de celui qui veut lâcher le pouvoir, mais du côté de celui qui l'a subi. Je dis bien le pouvoir entre guillemets, mais enfin l'image est transmissible, si vous voulez, sur les questions dont nous parlons. Comment imaginez-vous, une fois arrivé au pouvoir, à lâcher ce pouvoir, s'en débarrasser et finalement, si vous voulez, ne pas en faire une chose en soi? Bon, c'est une autre façon sur la musique de retourner à la même question. Oui. Il est clair, à mon sens, que une société qui s'est programmée, comme elle s'est programmée jusqu'à aujourd'hui, pour faire de l'attente de la réponse du pouvoir à vos problèmes une sorte de réflexe conditionné, ne peut pas du jour au lendemain l'abandonner. C'est pas possible. Ce serait l'abandonner à de nouveaux maîtres. Il est clair qu'on voit bien sur des expériences musicales, quand on donne des instruments à des gens, ils attendent un chef, trop souvent. Il est clair donc que l'idée de ce qu'il faut opposer au capitalisme, une stratégie d'anarchisme, de négation du pouvoir, c'est en fait ouvrir grandes les portes à la dictature. Donc il est clair qu'il ne faut pas se contenter de nier le pouvoir en tant que tel, et c'est en cela qu'il y avait un raccourci sur la nouvelle droite dans le petit film de tout à l'heure, c'est que nier le pouvoir en tant que tel et se contenter de le nier, de vouloir le nier, c'est ouvrir tout droit la porte aux dictatures. Tout droit. Alors, sur ce que disait Michel, moi je voudrais dire un mot, parce que c'est très important et ça ouvre des questions sur lesquelles j'avoue ne pas avoir de réponse. La question de la mort organisée. Bon, qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui l'essentiel de la mort organisée? C'est la course aux armements et le stockage de la mort. Bon. Mais il faut bien voir ce que ça signifie, que ce stockage de la mort. Moi je crois que ça renvoie à une chose fondamentale, c'est que nos sociétés sont économiquement organisées sur le stockage de tout. Le stockage de tout qui a remplacé la jouissance des choses. On a remplacé la jouissance des choses par le stockage de leur image. Et que, comme on n'a pas réussi à organiser le stockage individuel de la mort,
on en a fait un stockage collectif. Bon. Et il est clair aussi qu'il semble que dans cette logique, on ne pourrait substituer au stockage collectif de la mort un stockage individuel que si on donnait aux gens les moyens de stocker des armes, etc. Donc, il est donc évident que la course aux armements renvoie à quelque chose de très profond dans nos sociétés, qui est l'accumulation de la marchandise, l'accumulation des objets comme une finalité, l'oubli définitif de toute forme de ritualisation sociale et de toute forme de canalisation de la violence, autre que celle que prend l'armement aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut répondre à ça? Est-ce qu'il faut se contenter d'un discours sur le bouc émissaire? Est-ce qu'il faut se contenter d'un discours sur la négation du pouvoir et se lamenter sur... Ou est-ce qu'il faut penser concrètement à participer à une transformation? Est-ce que dans 30 ans, lorsqu'après que tout aura été détruit par des violences généralisées, on dira aux intellectuels, comme vous aviez raison de dire que c'était affreux les goulags, ou est-ce qu'on leur dira, et comme vous avez été traître, de ne pas penser à une stratégie pour éviter ces morts-là? Moi, je crois que c'est difficile d'éviter de prendre le pouvoir pour un intellectuel. Je crois que c'est très difficile d'éviter de le prendre parce que c'est... Vous posez une bonne question, à savoir celle du concret. C'est vrai qu'il ne suffit pas de dire c'est affreux le goulag. Encore faut-il le dire. Pendant 50 ans, le Parti communiste français ne l'a pas dit. Et maintenant, il dit qu'il l'a toujours dit, ce qui reste quand même quelque chose de pas dit là-dessous. C'est son problème, je ne suis pas communiste. Oui, d'accord, mais c'est votre avis. Bon, passons. De fait, le problème, c'est celui du concret. Alors, si vous prenez, par exemple, le stockage du pouvoir, la monopolisation du pouvoir, et si vous partez pas trop loin de la musique, mais quand même un peu, excusez-moi, vous vous rendez compte qu'il y a un stockage, une monopolisation de la parole et aussi de la possibilité de publier ou d'émettre de la musique dans nos sociétés. Bon, pour être très franc et très, très précis, il y a une modification concrète très facile à faire en France, à l'heure actuelle, dans notre société. Et à mon avis, vous pouvez la faire, vous, Jacques Attali, hein, et vos amis, Mitterrand, etc. C'est de donner la parole à ceux qui risqueraient de l'employer d'une façon inattendue, et pour vous et pour moi, parce que nous sommes, malgré tout, des intellectuels, des privilégiés, vous comme moi, des jeunes cadres. Imaginez qu'il y ait des radios dans les quartiers. Imaginez que le monopole de la radio et de la télévision, mais disons d'abord de la radio, soit brisé. Il l'est en Italie, il l'est plus ou moins aux États-Unis, etc. Imaginez que les collectivités aient la possibilité de s'exprimer dans les quartiers. À mon avis, il y aurait quelque chose de transformé au niveau même du pouvoir. Je pense d'ailleurs que ce n'est pas contre vous que je le dis. Il y aurait quelque chose de transformé au niveau du pouvoir, ne serait-ce que par l'exemple classique, c'est que quand il y a un coup d'État, qu'est-ce qu'on prend en premier? C'est la maison de la radio. Hein, et on passe des airs patriotiques et des chants de l'armée. Bon, alors, s'il y a quelque chose à faire là, pourquoi, vous qui êtes le premier parti de France, vous qui avez la puissance, malgré tout, de mobiliser l'opinion, vous qui pouvez le faire aujourd'hui, maintenant, et qui pouvez le dire maintenant à la télévision, devant tout le monde, que c'est ça la solution, qu'il faut briser le monopole, que le Parti socialiste, dès que quelqu'un consacrera le prix de deux chevaux, rien de plus, à construire un poste émetteur et à le faire fonctionner sur un quartier, que le Parti socialiste défendra ce quelqu'un et le défendra contre la police et contre toute tentative du gouvernement. Ça transformerait la France. Ça réglerait en partie les questions du pouvoir. Ouais. Pourquoi vous ne le faites pas aujourd'hui? Je vais vous répondre. Voilà une formidable question. D'abord, vous voyez bien combien ceci exige pour le faire d'être au pouvoir. Donc il faut mais bien... pas du tout. Laissez-moi terminer. Vous avez raisonné. Oui. Secondement, deuxièmement, je n'admets pas qu'on dise vous, Parti socialiste, à quelqu'un individuellement, même s'il en était, ce que je ne suis pas responsable. C'est rentrer dans le jeu du goulag que de personnaliser des individus dans une institution. C'est anonymiser des individus. Je ne suis pas, et personne ne parle comme s'il était une institution. C'est admettre définitivement la bureaucratie. Je suis un individu, chacun des individus est un individu, sauf s'il parle au nom d'une élection, d'un vote, d'un bureau politique, ce que je n'ai pas. Vous faites photographier à côté d'un autre individu qui s'appelle François Mitterrand. Parlez à un individu qui vous répond comme un individu, sinon vous entrez dans un jeu terriblement dramatique et destructeur. Je continue. Sur la question que vous avez posée, reconnaissez d'abord, qu'il faut avoir fait l'analyse, que je partage complètement avec vous, que le réseau centralisé, faisceau de pouvoir, est à détruire au niveau de la radio.
Mais pensez une chose. Pensez que pour le faire concrètement, pour éviter que cette stratégie de destruction du réseau central soit reprise à son compte par un autre réseau central, qui est le réseau économique et financier, il faut quoi? Il faut non seulement avoir les moyens de permettre que soit organisée une destruction du monopole d'État pour permettre les régions et les collectivités indépendantes, mais il faut avoir aussi ensuite les moyens d'empêcher que les radios commerciales, qui représentent l'essentiel du pouvoir financier aujourd'hui, créent face à une seule radio de collectivité locale ou d'individu qui aura rompu le monopole, 300 stations privées commerciales qui viendront aggraver l'aliénation face à un pouvoir. Vous ne pouvez pas naïvement penser une minuscule contre-pouvoir si vous n'avez pas les moyens centraux d'empêcher que le pouvoir ancien généralise son pouvoir face à ce prétexte. Et la raison pour laquelle, à mon sens, ça c'est un raisonnement paresseux. Parce que si on avait un raisonnement lucide, on n'aurait pas eu la bataille sur l'avortement, on n'aurait jamais rien eu. C'est un raisonnement lucide qui conduit à quoi? Qui conduit à quoi? À penser qu'aujourd'hui, il faut absolument créer une multitude de libertés de parole. C'est clair. Mais il faut aussi avoir les moyens d'empêcher que cette parole soit détournée. Ah, il y a donc des contrôleurs. Par l'ancien pouvoir ou par le nouveau pouvoir? Pourquoi est-ce que le nouveau pouvoir, lui, ne détournerait pas? Quelle garantie nous donnez-vous? Mais quelle garantie avons-nous que Jacques Attali sera meilleur que Giscard d'Estaing? Quelle garantie? Ce n'est pas au niveau individuel, vous parlez vraiment de façon tellement subjective. Non, je parle pas de... Je parle de façon collective. Mais non, mais vous parlez de façon subjective. Moi, je parle pas d'Attali. Excusez-moi, non. Michel Serres veut poser une question dernière. Non, Guy Lardreau... Le Parti socialiste, en 30 secondes alors. Pas confisquer, raréfier, etc., comme les pouvoirs l'ont toujours fait. Pourquoi le pouvoir? Parce que nouveau, ce qui est un pur signifiant, comme ça, un pur nom, enfin un pur adjectif. Pourquoi le pouvoir? Parce que nouveau ne ferait pas ce que les pouvoirs ont toujours fait dans l'histoire du monde. Je n'ai jamais... Mais je n'ai... Vous voyez, si vous ne l'avez pas dit, vous ne me donnez pas de garantie. Mais je ne veux pas... Mais bien sûr que non, mais il n'y a pas de garantie. Pourquoi voulez-vous que moi, qui ne représente qu'un intellectuel, puisse donner qui que ce soit? Comment voulez-vous avoir de garantie? Comment voulez-vous qu'une institution donne des garanties? 30 secondes. Comment voulez-vous qu'une institution donne des garanties à ce qui ne dépend que ce que des individus et des groupes à la base voudront bien défendre? Vous rentrez dans le jeu de la dictature. Michel Serres, un dernier mot. Je sais pas, l'histoire de la communication est une très bonne question de Glucksmann, et je crois que la réponse a été bonne, et la garantie posée sans qu'on la voie passer. Savoir que, premièrement, il y a une idée en faisceau, c'est-à-dire il y a un point central de communication générale, et puis il y a un modèle en réseau, ou tout quartier, etc. Bon, non, c'est un réseau sans centralisme. C'est plus malin, parce que vous êtes plus malin. L'exemple la parole maintenant, aujourd'hui, tout de suite, le Parti socialiste est assez puissant en France pour que s'il crée une radio, il brise le monopole est brisé. Si vous en demandez plus, vous instaurez de nouveaux flics, de nouveaux contrôleurs, de nouveaux cadres et de nouveaux encadrés. Votre raisonnement me paraît vous êtes un petit chef totalement à court terme et conduire inévitablement à un renforcement du pouvoir de la marchandise et de l'aliénation consommatoire. C'est ça. En conséquence, on vous fait confiance et c'est tout. Non, faites une analyse. Écoutez, excusez-moi, vous avez dit les aboyeurs. Sartre, pendant la guerre d'Algérie, il a peut-être aboyé, et Mitterrand, il était peut-être au-dedans de la caravane. Mais Mitterrand, il a dit Algérie française, et il a envoyé des troupes en Algérie, et Sartre, aboyant, n'étant pas au-dedans de rien, a quand même contribué à la résistance à la guerre d'Algérie. Et je dis que si à cette époque, il y avait eu des postes, il y aurait peut-être eu 10 postes commerciaux et un seul poste populaire, eh bien, malgré tout, on aurait pu organiser mieux des manifestations contre la guerre d'Algérie. André Glucksmann, un mot de réponse de Jacques Attali. Oui, je suis très triste. Michel Serres, je vous en prie, je suis très triste parce que je crois que l'essentiel de ce que les intellectuels ont à faire, c'est de penser les changements d'aujourd'hui. Les changements appellent une nécessité de connaître la réalité économique du capitalisme moderne, qui n'a rien à voir avec ce que la philosophie enseignait au temps de Marx. Il faut connaître la réalité du capitalisme moderne, c'est très compliqué, ça exige d'apprendre. Deuxièmement, je crois que lorsqu'on mélange, comme malheureusement André Glucksmann vient de le faire, des faits avec des calomnies et des simplifications, on se range dans l'ancienne droite française. Mitterrand était ministre de l'Intérieur et qu'il a dit Algérie française. Messieurs, Jacques Attali, la question est terminée. Je vous remercie beaucoup.